le président du Parti pour l'action civique et patriotique, Monsieur Samake, qui fut un maire exemplaire dans l'histoire du Mali à travers la construction de nombreuses écoles, la mise en place de nombreux points d'eau, la création de nombreuses opportunités, qui fut aussi ambassadeur plénipotentiaire en Inde et dans 8 autres pays d'Asie. Donc, c'est notre plaisir de recevoir celui dont le slogan est bien sûr diriger, c'est servir. Monsieur Yesamake, nous sommes à vous. Merci. Monsieur Dubia, c'est un réel plaisir d'être sur ce plateau et d'échanger avec d'abord une audience invisible, mais une audience jeune et engagée pour le développement continental, le développement sous-régional. Alors, vous l'avez dit en introduction, l'une des fonctions que j'ai exercées et dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été maire de Wouelé-Sébougou pendant 6 ans. Et pendant mon temps en tant que maire, la chose la plus importante que j'ai pu réaliser, d'abord, c'est la participation effective de la communauté. Quand je suis devenu, j'ai été élu maire, le taux de recouvrement des impôts était à un record des plus bas, c'est-à-dire moins de 10% de recouvrement des impôts. Et donc, mon objectif était de mobiliser les ressources locales, de mobiliser la participation locale. Et donc, pour ce faire, la première année, j'ai pu, avec la contribution et le soutien de l'équipe communale, on a pu atteindre les 68%, de moins de 10% à 68% la première année. Et la troisième année, on a atteint les 100% de recouvrement et de l'objectif que nous étions fixés pour le recouvrement des impôts. Je dis cela pourquoi? Parce que je suis allé des États-Unis, je suis allé à Wouelé-Sébougou servir comme maire pour démontrer que nous ne sommes pas condamnés à la mauvaise gouvernance. Nous ne sommes pas condamnés à la mauvaise qualité et à peu d'accès à l'école, à l'éducation. Et donc, l'accès à l'eau, l'accès aux soins de santé, et que l'état de tous ces services de base était que c'était inaccessible. Alors, mon objectif, c'était d'aller démontrer à moi-même et aussi à d'autres que nous ne sommes pas condamnés à cette mauvaise gestion. Alors, j'ai pu apporter d'abord la première des choses, la confiance, restaurer la confiance de la population au leadership. Et pour cela, ensemble, nous avons pu ériger Wouelé-Sébougou de l'une des plus pauvres communes. On était classé à 699e sur 703 communes. En moins de 3 ans, nous avons été classés par le MSI, un organisme américain qui était basé au Mali et chargé du soutien de la décentralisation. Ils ont été classés 7e sur 703 communes. Donc, c'est pour vous dire que le développement commence localement. Tous les efforts que nous pouvons consentir, et on en parlait tout de suite, la politique, c'est d'abord local. La politique, c'est aussi le résultat et l'impact que nous pouvons avoir sur notre environnement, sur notre communauté, mais aussi progressivement au niveau national et pourquoi pas international. Et donc, je n'ai pas hésité une seule seconde de quitter le confort des États-Unis pour aller au Mali, pas à Bamako, mais m'installer dans mon village, à Wouelé-Sébougou, vivre le quotidien de ma communauté et voir dans quelle mesure je peux apporter d'abord une solution ou des solutions aux problèmes quotidiens et améliorer le quotidien des populations de la commune de Wouelé-Sébougou. Et donc, j'ai vu un réel succès dans les 6 années de mon temps comme maire. Donc, je voulais partager ça avec vous pour indiquer d'abord que ce que nous vivons dans la majeure partie des pays africains aujourd'hui
c'est d'abord une question de mentalité. Notre problème n'est pas un problème de ressources. Notre problème est d'abord et en priorité un problème de leadership. Que les gens comprennent que ce leadership-là, je ne suis pas en train d'indexer la présidence de la République ou l'Assemblée nationale, mais d'abord le leadership, quel que soit le niveau, mais a priori, le niveau local. Il faut que nous puissions démontrer nos capacités de leadership au niveau local, que ce soit à la mosquée, à l'église, dans notre commune ou dans notre village, que les gens commencent déjà à respecter notre façon de collaborer et de faire un impact dans la vie des gens. Que nous ne sommes pas focalisés sur nous-mêmes, que nous avons le désir d'améliorer le quotidien de chaque membre de la communauté. Et comme je le dis, une fois cela démontré localement, il devient une fondation pour le leader de pouvoir s'ériger sur le plateau national, pourquoi pas régional et pourquoi pas international. Et donc, j'ai toujours dit et j'ai toujours invité la jeunesse à l'implication personnelle, de ne pas dire que c'est la politique. C'est des actions de développement. C'est une politique basée sur l'impact. Alors, on peut le faire sans pour autant imiter la politique traditionnelle que nous connaissons aujourd'hui, qui est la politique politicienne, qui est la politique des leurs, qui est la politique de tricherie et de fourberie. Cela est révolu et cela n'a pas servi nos populations. Donc, j'invite la jeunesse, j'invite la nouvelle génération à une plus grande implication sur la scène politique, quel que soit le niveau, et une plus grande implication dans nos communautés pour que nous puissions être des agents de développement, des agents de changement. Cela doit être dans notre comportement. Nous ne pouvons pas seulement espérer le changement. Nous devons y travailler. Nous devons nous y atteler. Et cela manque parce que tout le monde joue le même rôle d'avocat du changement. Il n'y a pas d'ouvrier du changement. Il faut que nous mettons la main à la pâte au niveau local et que nous puissions mesurer les objectifs et que nous puissions mesurer notre impact dans la communauté. Ceci dit, je l'ai toujours dit, que les petites actions soutenues, les petites actions quotidiennes contribuent à la réalisation d'un impact extraordinaire. L'extraordinaire ne s'accomplit pas du jour au lendemain. L'extraordinaire, c'est dans le temps et dans la durée. Et donc, il faut qu'on se mette en tête que personne ne devient millionnaire lui-même du jour au lendemain. Il faut y travailler. Il ne faut pas que nous espérons et que nous comptions sur la gratification instantanée. Rien ne vient instantanément. Rien de solide, rien de consistant ne nous parvient instantanément. Il faut bâtir ce dont nous voulons dans le temps, avec persévérance, mais aussi avec un objectif clair. Et donc, ceci dit, quand on parvient à faire cela au niveau local, quand on parvient à en faire notre comportement, alors si nous parvenons à multiplier cela dans un pays ou dans une communauté, bien sûr que nous avons posé la fondation du développement, que nous avons posé la fondation du progrès. Donc, je vais juste apporter une expérience personnelle. Comme je vous l'ai dit, je suis fier de mon background. Je suis fier d'avoir été comme le commun des Maliens. Mon père n'a jamais été à l'école, ma maman non plus. Donc, je viens d'une famille traditionnelle africaine basée sur l'agriculture. Bon, aussi d'une pauvreté, d'une famille très modeste. Et donc, en grandissant, je n'ai pas du tout connu
le luxe ou l'abondance. J'ai par contre connu la faim. J'ai connu la rareté de tout autour de moi. Mais cela aussi a contribué à faire de moi qui je suis. Cela a contribué à façonner l'homme que je suis aujourd'hui, mon attachement, mon respect à la zone rurale, mon respect aux personnes démunies, parce que je me dis qu'être démuni n'est pas une fin en soi. Je me dis que chacun de nous, quel que soit notre début, peut s'élever au-dessus de nos circonstances et devenir un citoyen modèle et devenir un citoyen qui contribue non seulement au bien-être de sa propre famille, mais au bien-être de toute la communauté, pourquoi pas de toute une nation. Et donc, il y a l'espoir qui est là. Il y a cet espoir qui est là et nous avons tous en nous-mêmes la faculté de surmonter nos circonstances. Maintenant, nous avons aussi tous la faculté de contribuer un tant soit peu à sa communauté. J'insiste sur cela parce que c'est le corps, c'est le noyau même de mon message, le service. Le service de sa communauté, le don de soi. Quoi qu'il en soit, ce que nous donnons, nous en bénéficions plus que ceux à qui nous le donnons. J'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Le service, le premier bénéficiaire du service que nous rendons, c'est nous-mêmes. D'abord, ça nous forme, mais aussi, ça donne un track record. C'est-à-dire, ça nous donne, comment on dit en français, anyway, track record, que personne ne peut nous enlever. Quand aujourd'hui je dis, à travers le Mali, j'ai construit à travers ma fondation 40 écoles fondamentales, c'est-à-dire 40 fois 3 salles de classe, c'est-à-dire 120 salles de classe à travers le Mali. Personne ne peut l'enlever. Tu peux ne pas aimer Yer Samaké, tu peux ne pas croire aux idéaux de Yer Samaké, mais ce qui est sûr, tu ne peux pas enlever les bienfaits qu'il a déjà réalisés. Donc, on ne perd en aucun cas le service que nous rendons, nous en bénéficions à tous les coups. Et donc, qu'on ne se décourage pas, qu'on n'attende rien des autres quand nous servons, parce que le bénéfice est intrinsèque. Ça ne dépend pas de la reconnaissance de l'autre, ça ne dépend pas de la gratitude de l'autre, mais ça dépend de la valeur de la valeur que nous ajoutons à la vie quotidienne de nos compatriotes. Je ne peux pas continuer sans parler de la situation actuelle du Mali. Je l'ai toujours dit. Il y a 3 choses que le bon Dieu a confiées à ses créatures. Le pouvoir, la connaissance, comment j'allais dire, Donini Soroni Fanga. Le pouvoir, la connaissance, le pouvoir, la connaissance et ceux qui n'ont pas la parole peuvent mettre le petit micro, vous pouvez appuyer là-dessus pour mettre votre appareil en muette. Donc, je disais qu'il y a 3 choses. C'est 3 choses que Dieu confie à l'homme. Le pouvoir, la connaissance et la richesse. De ces 3 choses-là, 2 d'entre ces 3 choses doivent servir d'abord bénéficier le propriétaire, la connaissance. Ni ala ye doni dima, doni bi yere nafa. Ni barka dona o doni fanana, a doni bi ka du nafa, a bi ka dugu nafa, fo se ki ka jamana nafa. Sɔrɔ bɛ o cogo la. Ni ala ye sɔrɔ k'i la, a nafa fɔlɔ ye yɛrɛ ye. Ni barika donna la, mɔgɔ wɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la. Mais ala bɛ fanga di ko kelen pe de kama. Servir. Ala bɛ fanga di walasa an ka adamaden tɔw, walasa an ka jama mago ɲa n'a ye. N'i ye fanga ta ka kɛ yɛrɛ mago ɲala ye dɔrɔn ala b'a jasi. N'i ye fanga ta ka kɛ gelekiba ye k'a don i yɛrɛ kana, ala bɛ fanga barika ban k'a to i kana. Donc fanga kan ka kɛ mun ye, fanga kan ka kɛ ka jama lakana.
fanga kan ka kɛ ka dun ka fa sabati jama ye fanga kan ka kɛ ka kalanko sabati ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ communauté kɔnɔ cɛ o cɛ ni ala y'a ka fanga kalifa la maliyɛn bɛɛ jɛnɛ da ko ala de bɛ fanga di ala de bɛ fanga minɛ mais a b'a di ni layiru min o ye i ka adamadenw yɛlɛma n'a ye i ka ɲɛtaga sabati n'a ye i ka dun ka fa i ka lakana i k'olu sabati mais n'i bɔra o layiru kɔnɔ ala yɛrɛ fana bɛ o fanga in nagasi bolo an b'o kɛnɛ de kan Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen jɛnɛ b'a ma k'a fɔ ko dans beaucoup de pays africains aujourd'hui les tenants du pouvoir qui est une délégation, une émanation du peuple, les gens s'en approprient et ils l'utilisent pour leur propre bien-être et ils oublient l'objectif fondamental même du pouvoir, qui est de servir, qui est de transformer la vie des gens, qui est d'améliorer le quotidien de son peuple. Alors, voilà pourquoi, je l'ai toujours dit, nous pouvons pendant un certain temps abuser de ce pouvoir, mais tôt ou tard, ça nous rattrape. Tôt ou tard, ça joue contre nous-mêmes. Qu'on le sache aujourd'hui. Mais les gens pensent que en abusant aujourd'hui des ressources de l'État, en abusant aujourd'hui du pouvoir, qu'on est en train de se faire du bien soi-même. Absolument pas. C'est momentané, ce n'est pas soutenable. Mais par contre, quand tu regardes un leader comme Paul Kagame, quand tu regardes un leader comme Lee au Singapour, quand tu regardes un leader autour de nous, même au Sénégal, tout vrai, quand tu parviens à laisser un patrimoine derrière toi, que les gens se disent que Cheikh Oumar est un leader qui a su apporter des solutions idoines aux problèmes de sa communauté, quel que soit le niveau, les gens s'en rappelleront toute une éternité. Même ses petits-enfants vont bénéficier de cette réputation. Et donc, tout vient de là. Avec une réputation, avec la crédibilité, nous pouvons tout avoir. Alors, on est juste pressé pour les espèces trébuchantes, on est juste pressé pour le luxe, alors qu'en réalité, on peut s'en octroyer pour une plus longue durée en étant intègre, en étant honnête et en se souciant du bien-être du plus grand nombre. Voilà brièvement l'exposé liminaire que je voulais faire aujourd'hui en rapport avec l'actualité du Mali. Aujourd'hui, il y a eu une grande conférence de presse où les gens décrient d'ailleurs menacent de demander la démission du président de la République. Ce n'est peut-être pas la façon, mais il y a la raison. Il y a une raison fondamentale. Le pouvoir aujourd'hui ne satisfait pas à la demande du plus grand nombre. Nous nous avons dit, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, nous avons dit que si j'étais élu président, l'une des choses que nous allons faire le plus rapidement possible comme une priorité, c'était la redistribution des pouvoirs et des ressources. Aujourd'hui, les pouvoirs sont exclusifs au Mali. Les ressources sont exclusives. Il y a un petit nombre qui est en train de s'accaparer de toutes les ressources et cela ne pourrait durer 10 ans. Alors, nous commençons déjà à voir les séquelles, nous commençons déjà à voir le mécontentement généralisé et la pression se met sur le gouvernement. Et donc, faisons attention. Dieu nous a donné tous le pouvoir de faire un impact sur une personne ou sur un groupe de gens, sur notre communauté, et nous avons cette possibilité. Et c'est nous qui en bénéficions de toute façon. Et donc, je vous en invite, dirigez ces services, n'oubliez pas. Et ensemble, nous pouvons apporter le changement souhaité. Nous ne sommes pas du tout condamnés à l'état des nations africaines. Nous ne sommes pas condamnés à l'état des nations africaines. Nous ne sommes pas condamnés à cette pauvreté rampante. Nous ne sommes pas condamnés au manque d'emploi pour la jeunesse. Nous ne sommes pas condamnés au manque d'équipements agricoles pour les agriculteurs. Nous ne sommes pas condamnés à une mauvaise qualité des plateformes de santé chez nous. Et nous ne sommes même pas condamnés à cette mauvaise gouvernance. Alors, je serais très heureux de prendre vos questions. Voilà l'exposé liminaire que je voulais apporter aux uns et aux autres. Monsieur Doumbia, j'enlève mon chapeau à toi pour ta consistance à pouvoir servir, à vouloir servir cette jeunesse-là, à apporter la lumière
pour que les uns et les autres puissent échanger des perspectives pour le développement de la sous-région, pour le développement continental et pourquoi pas le développement du Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, pour ce brillant exposé qui nous a tous conduits dans une sphère de réflexion. Déjà, il faut le dire, si nous arrivons à créer les cadres qu'il faut pour que les jeunes puissent apprendre et puissent s'inspirer, c'est que vous rendez disponible pour le faire. Donc, c'est tout aussi un travail mutuel. Et nous espérons, dans ce sens, pouvoir toujours compter sur votre disponibilité. Alors, les amis, si vous avez des questions, je sais que beaucoup en ont, donc c'est le moment de les poser. Issa Traoré vient de lever la main. Tu as la parole. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Yassamake. Merci beaucoup pour la brillante présentation. C'était vraiment intéressant. Dans n'importe quel pays au monde, la bonne gouvernance d'un pays dépend du bon fonctionnement des institutions du pays. Aujourd'hui au Mali, c'est l'un des problèmes très sérieux au Mali. Les institutions ne fonctionnent pas comme il le faut. Ma question est, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour donner la voix aux institutions pour qu'ils puissent implémenter les textes qui ont été élaborés pour la bonne gouvernance et la bonne gestion des ressources du pays? Monsieur Traoré, merci bien de... C'est Monsieur Traoré, hein? Oui, oui. Merci bien de cette interrogation. C'est vrai, les institutions commencent par les hommes. Je l'ai toujours dit, rien ne vaut un programme bien élaboré si nous ne pouvons le mettre en œuvre. Aujourd'hui, les institutions au Mali ne fonctionnent presque pas. Les institutions sont pratiquement décrédibilisées au Mali. Il s'agit du leadership. Je l'ai toujours dit. D'abord, nous avons créé ces institutions pour améliorer le quotidien des Maliens. Mais pour renforcer ces institutions, il faut un homme avec une mentalité de service. Parce que, en tant que président, c'est le président de la République qui est la première personne interpellée, quel que soit le pays, pour que les institutions puissent fonctionner. Parce qu'il est le garant de toutes les institutions. Et la première institution d'un pays, c'est la présidence de la République. Et c'est lui, en fait, qui inspire le peuple, qui mobilise le peuple. Alors, tout devient question de leadership vertueux. Tout devient question de leadership vertueux. Donc, en disant cela, je dis, le président de la République peut poser des actions, peut renforcer la capacité, même souvent à l'encontre de son propre confort, faire en sorte que l'Assemblée et les checks and balances, c'est-à-dire que l'équilibre des institutions puisse être respecté. Mais quand le chef suprême des armées, quand le chef de la magistrature suprême, qui est le président de la République dans notre pays, se trouve dans le confort de la soumission de toutes les institutions, et s'il ne fait rien, les institutions ne serviront qu'au seul bénéfice du chef de l'État. Et cela dans tous les pays africains que nous connaissons. Alors, le premier ingrédient, c'est le leadership vertueux. C'est le leadership vertueux. Le premier ingrédient pour le renforcement des institutions vient de la première institution de la République, qui est la présidence de la République, qui, si il est crédible, si il est honnête et il a le sens élevé de servir, alors il choisit des hommes et des femmes. Il contribue à l'élection des hommes et des femmes. Il contribue à la nomination des hommes et des femmes qui partagent ces mêmes valeurs. Et il montre le premier exemple. Quand la tête est correcte, il devient très compliqué, sinon impossible pour le reste du corps d'aller dans d'autres directions.
J'ai eu cette expérience quand j'étais maire. Quand je suis venu, la corruption était rampante dans la mairie de Wole-Sebougou. Même la simple régularité des agents était un problème. Mais en moins de 3 ans, parce que je suis venu avec la mentalité et surtout le sens élevé de servir, je me suis mis au service d'abord de mon staff pour faire en sorte que je sois exemplaire et qu'ils sachent que je ne suis pas là pour tricher. Alors, on a enlevé la corruption dans la vie quotidienne de la mairie de Wole-Sebougou. C'est un exemple local. Donc, brièvement, la réponse est que tout dépend du leader, c'est-à-dire le président de la République, qui est la première institution. Monsieur Traoré, j'espère que cela vous a satisfait. Oui, ça c'est satisfaisant. Merci. Balo, oui, tu peux poser ta question. Ok, bonsoir tout le monde. Je suis Mamadou Balo. Et au fait, je voudrais savoir si toutefois quelqu'un qui voudrait s'engager, je ne vais même pas dire quelqu'un, par exemple moi-même en tant que jeune, si je voudrais suivre vos pas, retourner maintenant, actuellement j'habite à Bamako, mais si je devrais retourner dans les Niayes de mon village ou bien de ma commune comme toi, quel conseil vous donneriez à ces derniers? Peut-être j'ai les mêmes ambitions que toi, me lancer dans la politique, voilà. Donc, quels sont les conseils que vous donneriez à ces derniers pour ces débuts? Voilà un peu ce que je voudrais comprendre. La première des choses, c'est la connectivité. Rester connecté avec ses origines. Rester connecté avec ses origines. La plupart des jeunes aujourd'hui, je rencontre les jeunes à Bamako, j'engage très facilement la conversation avec tout le monde. Je demande aux gens, quelle est la dernière fois que tu étais dans ton village? Les gens sont confortables. Quand j'étais à Wole-Sebougou, ce qui a rendu la chose, parce que j'étais là aux États-Unis, j'étais là, j'ai fait 12 ans aux États-Unis, mais chaque année, j'étais au Mali 2 ou 3 fois dans le cadre de ma fondation en train de construire des écoles ou faire l'humanitaire. Et donc, j'étais présent dans mon terroir et j'étais avec les gens. Et donc, les gens ont senti, je vais te dire une chose, en 1999, j'étais chômeur. J'avais fini l'ENSUP, je suis allé directement à Wole-Sebougou sans prospective de travail. Je suis allé parce que je ne voulais pas rester à Bamako. Je suis allé, je n'ai pas trouvé d'emploi, donc j'ai enseigné gratuitement pendant 3 ans comme volontaire dans l'école publique de Wole-Sebougou. Pendant 3 ans dans le bénévolat. Mais entre-temps, j'étais employé par le corps de la paix. Ils me payaient $1 par heure. Et j'enseignais le bambara et le français au corps de la paix qui venait des États-Unis. Et sur ce, je vais juste ouvrir une parenthèse pour dire que j'ai un témoignage fort que tant que nous nous rendons disponibles, tant que nous voulons rendre service aux autres, tant que nous ouvrons nos cœurs pour rendre service, nos propres besoins sont toujours pris en charge par le bon Dieu. J'en ai des témoignages très forts. Il faut que les gens aient le courage de servir, même quand ils s'estiment qu'ils n'ont absolument rien à offrir. Quand j'ai fini l'ENSUP, j'étais un chômeur, mais j'avais plus que les 99% des jeunes de Wole-Sebougou, l'éducation. Et donc, je suis allé, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'asseoir, même s'ils n'ont pas d'argent pour me payer, je ne vais pas m'asseoir, je vais m'engager dans le bénévolat et enseigner, donner le peu que j'ai. Dieu m'a donné cette opportunité, alors je dis, je vais donner un peu. Quand vous êtes de Bamako, la première des choses, c'est la connectivité. Rester en contact avec son terroir. Faire des petites actions, que ce soit la participation matérielle ou la participation intellectuelle, on a tous la capacité de service, comme je l'ai dit. Donc, même les va-et-vient, qu'on sache que celui-là, ni Mogobé Aouna, déjà, on est bon, donc, la première des choses, c'est vraiment créer le contact entre toi-même et ton terroir et poser le jalon de la crédibilité, de la confiance mutuelle, que les gens te fassent confiance. Même si tu n'as rien à leur donner. Les petites salutations matinales, les symboles du respect traditionnel, quand tu offres
pour ça, déjà, c'est beaucoup. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on n'a rien ou qu'on est étudiant ou qu'on n'a pas à offrir à tout le monde. Tous quelque chose à offrir. Donc, le conseil que je vais te donner, sans rentrer dans les autres détails, c'est vrai que cette connectivité, ce contact est suivi d'autres comportements ou d'autres actions qui peuvent amener à l'implantation de ta crédibilité dans ton terroir pour que les gens puissent t'élire conseiller communal, pourquoi pas maire. Et voilà. Monsieur Balo. Ok, c'est bien compris, monsieur. J'espère que cela va vous servir. Oui, oui, c'est très bien compris. Merci. Merci bien. Moi, j'avais... Pardon, vas-y. Non, vas-y, allez. Vas-y. Non, vas-y, après, je pars. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, moi, j'allais poser une question. Quelles sont les réformes au fait, constitutionnelles que le Mali doit entreprendre pour assurer la bonne gouvernance? Il y en a de nombreux. Les 27 ans d'exercice démocratique nous ont démontré les limites de la constitution que nous avons. Et la nouvelle constitution qui a déjà été proposée porte des germes de progrès, mais ce n'est pas suffisant. Et d'abord, je l'ai toujours dit, d'abord la première question qui m'a été posée, c'était par rapport à ça. J'ai toujours dit, ce ne sont pas la constitution qui est là aujourd'hui au Mali. À longueur de journée, le président de la République, le Premier ministre, viole ces constitutions-là de façon délibérée. Même si ils peuvent éviter de la violer, la Constitution se trouve piétinée et n'a pas une grande valeur aux yeux des chefs d'institution, à plus forte raison, le commun des Maliens. Moi, mon plus grand problème aujourd'hui, c'est que je ne suis pas du tout tolérant à la violation de la Constitution. Et cela a un trait avec mon éducation ou ma culture plus ou moins anglo-saxonne. Parce que la Constitution, aussi est au-dessus de tout le monde, sans que nous indique, est incompréhensible et déplorable pour moi. Donc, aujourd'hui, il est question, pour satisfaire à ta question, sinon le problème n'est pas nécessairement la Constitution au Mali pour qu'il y ait bonne gouvernance. Le problème, c'est d'abord le sens élevé de servir. Tout leadership est d'abord le premier ingrédient de la réussite d'un leadership, c'est le sens de servir. Maintenant, c'est vrai que le système électoral au Mali a besoin de changer. Nous devons nécessairement changer la Cour constitutionnelle et les prérogatives de la Cour constitutionnelle et même les prérogatives de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, qui devient aujourd'hui un germe de conflit post-électoral, de conflit post-électoraux, j'allais dire. Et donc, il y a cet aspect-là. Nous devons changer. Ils viennent juste de piétiner la Constitution par le Premier ministre récemment, où un Premier ministre doit présenter sa politique générale, une déclaration de politique générale. Mais jusqu'aujourd'hui, le docteur Boubou Cissé, Premier ministre du Mali pendant 12 mois, plus d'une année maintenant, n'a pas fait de déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Il avait promis lors de l'ouverture des dénis, comme on dit, le truc national inclusif qu'on vient d'avoir au Mali. Il avait promis qu'à la sortie et que sur les promesses de déni, qu'il allait faire une déclaration de politique générale, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de violation délibérée de la Constitution. Donc, ce sont ces quelques points au-dessus de ma tête que je peux nommer. C'est vrai que tu as vu la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, où l'Assemblée elle-même a voté une loi 0052 de 2015 qui pour la promotion du genre. Et aujourd'hui, tu as vu le bureau, jusqu'à la 12e personne, il n'y a pas une seule femme au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce bureau doit être dissous et par la Cour constitutionnelle.
parce que c'est c'est illégal. C'est illégal. Et cette violation émane de l'Assemblée nationale. Et donc, vous voyez comment c'est pas ce qui est écrit qui est déterminant. C'est l'état, la mentalité et le leadership qui fait toute la différence. Je n'ai pas retenu votre nom, madame. Aminata Terra. Aminata Terra. J'espère que cela vous satisfait. Ah oui, tout à fait, merci. Moi, j'avais aussi une question, s'il vous plaît. En Quel est fait, votre nom? Soukeina Kanouté. Soukeina Kanouté. Oui. Allez-y, s'il vous En plaît. fait, OK. Au cours de votre présentation, vous avez mentionné le fait que si vous aviez été président, vous alliez œuvrer en premier pour la séparation des pouvoirs, etc. Aujourd'hui, certes, vous n'êtes pas président, mais je pense qu'avec des si on peut faire un monde meilleur. Moi, ma question serait de savoir maintenant, vous personnellement, quelle est votre vision et qu'est-ce que vous faites pour aider la jeunesse malienne et comment vous œuvrez pour aider à son développement. C'est ça ma question. Merci, c'est une très très bonne question parce que j'avais évité de rentrer dans les détails personnels parce qu'aujourd'hui, si j'ose le dire, sur la scène politique malienne aujourd'hui, je ne connais pas personnellement un homme politique qui... D'abord, non, je vais éviter de dire ça, je vais simplement dire que je considère que je suis le précurseur de la politique de l'action concrète au Mali. De la construction d'écoles à la formation et au don de bourses d'études chaque année que j'envoie des étudiants. Et même cette année, c'est des étudiants qui vont venir aux États-Unis dès que le service consulaire sera ouvert. C'est des étudiants que j'envoie en Inde sur des bourses d'études. Et donc, c'est des écoles que j'ai construites à travers la fondation que j'ai créée aux États-Unis. C'est des fourrages que j'ai fait dans les villages et ainsi de suite. C'est des tracteurs que je donne. Donc, moi, en tant qu'homme politique, je crois que, comme je l'ai dit, le leadership, c'est le service. Servir sa communauté, servir son pays. Et donc, à travers ces différentes actions concrètes, je suis en train, sans pour autant avoir accès au pouvoir public et aux ressources publiques, je mobilise, je vais dans les villages, j'évalue les besoins, je rencontre les jeunes, j'évalue leurs besoins et sur la base de mon réseau, je mobilise les ressources nécessaires pour donner des bourses d'études aux jeunes, pour faire des fourrages dans les villages, pour donner des tracteurs ici et là. Donc, déjà, sans pour autant avoir accès aux ressources de l'État, sans pour autant avoir les responsabilités légitimes de l'électorat, je suis en train de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse, mais aussi des femmes, mais de toutes les communautés avec lesquelles je suis en contact. Donc, je fais cette politique-là. Quand je suis au Mali, en ce moment, je vous parle des États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis pour des affaires personnelles, mais aussi familiales. Mais bientôt, je retourne pour aller rencontrer la jeunesse malienne, pour aller rencontrer la population rurale et voir dans quelle mesure je peux continuer à apporter ma petite contribution pour le bien-être des communautés. Donc, la jeunesse PACP, par exemple, la jeunesse de mon parti, est la jeunesse la plus active aujourd'hui sur l'échiquier politique national parce que je suis avec eux quotidiennement. Je suis accessible et je suis disponible. Et nous voyageons ensemble. Souvent, nous faisons des sorties dans les villages. Nous restons dans les villages pendant des nuits et je suis disponible. Ce n'est pas parce que j'ai accès à certaines ressources ou j'ai connu certains privilèges que je me mets au-dessus de certaines situations. Non, je n'ai aucun problème à aller dormir sur la natte dans un village ou m'asseoir sur le manguier à échanger avec les jeunes. Je suis disponible. À vous aussi, je suis disponible pour des échanges. Doumbia, il en sait quelque chose. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis là avec vous. Parce que je crois fermement que diriger, c'est servir. Merci beaucoup. C'est Soukeina, hein? Oui, Soukeina Ismaïla, c'est ça. Soukeina Ismaïla Kanouté. Bonsoir, M. Samake. Cher monsieur, bonsoir.
Oui, Kila, on ne t'entend pas. D'accord. En attendant qu'il puisse rétablir son micro. Jawara avait une question. Jawara, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et la poser directement? Oui, Jawara, on t'écoute. D'accord. Bonsoir, monsieur. Jawara, c'est d'accord. Je pense que c'est... Je vais directement poser la question, plutôt les questions. Le réseau est un peu défaillant. Omar. Oui, tout à fait. Jawara, est-ce que... Tu peux juste te mettre en mute. D'accord. Alors, je vais poser les questions qu'il a mis sur le chat. Il dit, Monsieur Samake, en dehors de votre expérience en tant que maire, vous avez été ambassadeur. Pendant ce mandat, quel a été votre plus grand acquis ou plus grande réalisation que vous pouvez nous citer? Ça, c'est la première question. Je vais répondre à la première question, puisque je n'ai pas de notoire. Je vais répondre et je vais vous revenir. Et vous, c'est quel nom? Lui, c'est... La modératrice. Moi, c'est Aminata. Oui, Omar Ibrahim Jawara, j'ai retenu le nom. Oui, et moi, c'est Aminata, toujours. Aminata comment? Tera. Aminata Tera, oh, très bien. Et donc, par rapport à mon temps comme ambassadeur, d'abord, j'ai fait 3 ans comme ambassadeur. Et pendant ces 3 années, très peu d'ambassadeurs peuvent réaliser ce que j'ai fait en 3 ans, peuvent le réaliser en 5 ans. Ma plus grande performance diplomatique, c'était quand je suis personnellement allé persuader le premier vice-président, le vice-président de l'Inde, qui est la deuxième personnalité de la République de l'Inde, et le convaincre à venir au Mali. Quand on s'est rencontrés, 6 jours plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il vient au Mali. Ça, c'était vraiment un exploit. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, et surtout la tractation diplomatique en tant que diplomate politique, c'était vraiment un moment très précieux. C'était un moment très précieux. Maintenant, quand je suis allé en Inde dans des conditions très difficiles, parce que le Mali n'avait pas de représentation. Bon, le Mali avait une représentation, mais il n'y avait pas d'ambassadeur en Inde pendant 2 ans. Donc, le poste était... Il y avait une absence d'ambassadeur pendant plus de 2 ans en Inde. Donc, parce que je crois que l'ambassadeur est parti en 2012 et je l'ai succédé en 2015. Donc, il y a à peu près 3 ans de vide qu'il fallait aller combler. Et c'était après une crise profonde au Mali où l'image de notre pays avait été sérieusement affectée à l'étranger. Et donc, je suis venu avec l'ambition de travailler. D'ailleurs, je vais mettre une vidéo à disposition qui retrace un peu mon parcours en Inde. J'espère que Douvia pourrait partager la vidéo après. Je vais lui envoyer ça. Donc, j'ai pu mobiliser beaucoup de ressources pour le Mali. En plus, la visite du premier vice-président de l'Inde était accompagnée par des annonces d'un paquet d'assistance qui a soulevé un bravo de mon ministre en son temps, quand j'ai appelé le ministre pour lui faire le compte rendu de l'annonce que le vice-président allait faire au Mali. Il m'a dit bravo. J'étais super content de l'entendre parce que c'était vraiment une réalisation. Mais de façon concrète, j'ai pu débloquer une demande de plus de 100 millions de dollars que le gouvernement du Mali, depuis sous ATT, avait formulé pour une ligne de crédit auprès du gouvernement indien. Et donc, j'ai pu débloquer cette situation.
j'ai pu aussi faire en sorte que l'Inde fasse un don pour la culture au Mali en valeur de 500 000 $, pour la préservation des manuscrits de Tombouctou. J'ai fait un exploit jusqu'aujourd'hui dont je suis très fier. C'est le fait que j'ai pu en fait financer l'exhibition, c'est-à-dire, comment on dit l'exhibition? Les manuscrits, on les a transportés en Inde pour aller les restaurer? Non, exhibition, c'est-à-dire... D'accord, les exposer. Les exposer, merci. L'exposition des manuscrits de Tombouctou à Taj Mahal. Vous savez, ça ne s'est jamais produit jusqu'aujourd'hui dans l'histoire de l'Inde. Taj Mahal reçoit 80 000 personnes par semaine de visiteurs. C'est l'une des merveilles du monde, l'une des 7 merveilles du monde. Et grâce à mon plaidoyer diplomatique, j'ai pu faire en sorte que l'Inde a financé l'exposition des manuscrits de Tombouctou dans l'enceinte de Taj Mahal. C'est inédit. Et non seulement ils ont financé le déplacement et tous les coûts associés à l'exposition, mais l'exposition s'est transportée de New Delhi à Agra, au Taj Mahal. Donc, il y a les bourses d'études que j'ai données, il y a un certain nombre de projets que nous avons financés, que nous avons présentés pour le financement. Mais ça a été une expérience incroyable de représenter tout un peuple, que dans chaque acte que nous posons, dans chaque parole que nous disons, nous le faisons au nom du chef de l'État, nous le faisons au nom de tout un peuple. J'avoue que vous verrez dans la vidéo que je vais mettre à disposition combien j'ai pris cet appel du Mali très sérieusement. Oui, merci pour ces réponses. Malheureusement, le temps nous a pris. Oui, on a déjà dépassé les 1 heure. On a d'autres interventions, d'autres intervenants. Merci pour votre intervention, c'était très intéressant. On a d'autres questions à vous poser, moi personnellement. Donc, je pense et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, et autour des thématiques intéressantes pour le Mali, pour la jeunesse, et voilà, pour que chacun puisse y contribuer fortement. Donc, merci, ce fut un réel plaisir. Merci à vous. Si vous avez quelque chose à dire pour clôturer la session. Bon, pour clôturer, bon, j'avais surestimé le temps imparti. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais ce n'est que partie remise. Vous pouvez toujours me poser ces questions-là sur ma page Facebook, qui est Yé Samaké. Vous pouvez aussi me joindre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou autre pour les questions. Mais vous pouvez trouver la réponse à beaucoup de vos questions sur ma chaîne YouTube, où j'ai beaucoup de vidéos sur les grandes questions de la nation. Et d'ailleurs, avant de quitter le pays, j'avais déjà commencé une conversation quotidienne, d'ailleurs, sur les grandes questions de la nation, conversation avec l'ambassadeur Yé Samaké. Ce fut un réel plaisir. J'encourage et je profite de l'occasion encore pour soutenir cette opportunité qui doit exister pour que ces échanges continuent. Merci à Wendy, c'est la fondation qui finance, j'imagine. Et donc, merci à tout le monde, à la modératrice, à Cheikh, et puis à tous ceux qui ont eu à poser des questions. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.